Un bureau avenue Georges V, des cheveux et un costume gris. À 74 ans, il est l'incarnation des pouvoirs politiques, médiatiques et économiques, et il l'assume. Il faut dire que ce fils d'immigrés juifs polonais résistants communistes en a bûché pour en arriver là. Il naît et grandit à Paris après la guerre, prépa à Louis le Grand et des diplômes à en revendre. Sciences Po, l'ENA, l'école des mines, la politique et l'économie, le public et le privé, des mondes qui pour lui s'entremêlent. Alors, qui de mieux pour écrire le dictionnaire amoureux du pouvoir qui vient de sortir chez Plon Grasset? Depuis 45 ans et presque autant de livres, il est omniprésent dans la lumière et dans l'ombre des puissants. C'est aussi parce qu'il est un familier de l'Élysée qu'on l'a invité pour cette série sur les conseillers du pouvoir, lui, le visiteur du soir. Dans sa serviette, toujours avec lui, le fac-similé de la lettre de Pierre Brossolette au général de Gaulle dans laquelle il promet d'être toujours franc avec lui. L'a-t-il été, lui, franc, avec les hommes de pouvoir qu'il a conseillés, président de la République, grand patron, Premier ministre et tout ambitieux qui veut se faire une place? Que recouvre cette expression bien connue des Français pour désigner ceux qui murmurent à l'oreille de nos élites? Quelle est sa part de responsabilité dans les multiples crises que nous connaissons, lui qui a soutenu la gauche et la droite? Chantre de la mondialisation heureuse et du cercle de la raison, ses positions lui valent encore des critiques. Avant Anne Lauvergeon la semaine prochaine, puis Camille Pascal, Gaspard Ganzer et Clément Leonarduzzi, les conseillers de l'Élysée, 5 épisodes pour vous faire vivre la politique de l'intérieur avec notre premier invité, Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le principe de l'émission: un invité et 3 archives pour retracer son parcours, son engagement et sa personnalité. Et merci à vous de nous écouter. Bienvenue, vous êtes sur France Culture. Alors Alain Minc, vous sortez ce livre, le dictionnaire amoureux du pouvoir chez Plon Grasset, et je crois que le plus intéressant dans cet ouvrage, c'est l'annexe. L'annexe, c'est cette lettre que j'évoquais en introduction, celle de Pierre Brossolette au général de Gaulle, écrite le 2 novembre 1942. J'en lis un extrait que vous devez connaître par cœur, et vous nous direz ensuite pourquoi c'est votre mantra. Mon général, je vous parlerai franchement. Je l'ai toujours fait avec les hommes, si grands fussent-ils, que je respecte et que j'aime bien. Je le ferai avec vous que je respecte et aime infiniment. Car il y a des moments où il faut que quelqu'un ait le courage de vous dire tout haut ce que les autres murmurent dans votre dos avec des mines éplorées. Ce quelqu'un, si vous le voulez bien, ce sera moi. J'ai l'habitude de ces besognes ingrates et généralement coûteuses. Non, mais c'est un texte extraordinaire, parce qu'il faut se remettre dans les circonstances. Ça n'est pas le monde paisible où vous et moi nous nous rencontrons. On est en novembre 42. Brossolette est entré dans la résistance en août 40. Il a pris des risques dans le réseau du Musée de l'Homme extrêmement grand. Il y a l'espèce de tension de l'histoire, d'angoisse et déjà quand même de mythologie gaulliste liée à l'acte fondateur du 18 juin. Et il lui parle de cette manière-là, c'est-à-dire à la fois d'égal à égal et avec une incroyable déférence à vous que j'aime et respecte infiniment. Alors, pourquoi j'ai toujours un fac-similé de cette lettre dans ma serviette? Parce que je m'étais dit que quand on fréquente beaucoup les puissants, ou ceux qui se croient puissants, ou ceux qui rêvent de devenir puissants, il y en a des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories, c'est une espèce de talisman. Et moi, je me suis en effet toujours fixé, parce que aussi c'est mon tempérament, de dire ce que je pense à quiconque, souvent à mes dépens d'ailleurs, mais ça n'a aucune importance. Et à l'âge qui est maintenant le mien, alors ça peut plus être à mes dépens, donc ça n'en est qu'un plaisir plus grand. Que dites-vous franchement à Emmanuel Macron ? Non, là, je vous dirai pas la quintessence de choses que j'ai pu dire à tel ou tel, surtout aujourd'hui. Il sait ce que je pense, il sait mais souvent je le fais publiquement. Je lui ai envoyé des admonestations publiques qu'il n'a pas aimées. Hein. Quand j'ai dit, il y a 2 mots en anglais pour politique, policy et politics. En policy, il a 17 sur 20 et en politics, il a 3 sur 20. Je pense qu'aucun journaliste ne dit les choses avec cette clarté un peu agressive, mais qu'il accepte bien ou qu'il fait semblant d'accepter du vieil oncle acariâtre que je suis.
Vous dites régulièrement que le chef de l'État est entouré de conseillers médiocres. Est-ce propre à Emmanuel Macron? Non, non, mais je pense que c'est plus le cas avec lui. Je Et ça, c'est un reproche profond que je lui fais, et c'est pour ça que dans le bouquin, je mets en contrepoint Georges Pompidou. Georges Pompidou, quand il était président de la République, avait deux équipes, une qui gérait l'État, qui était constituée au sommet par Michel Jobert, avec pour adjoint Édouard Balladur, une qui faisait de la politique, qui était constituée par deux personnages complètement atypiques, un peu braques, qui étaient Pierre Juillet et Marie-France Garot. Mais donc, il acceptait d'être entouré de gens avec une puissance, une identité exceptionnelle. Parce que je crois que on ne dirige bien que quand on est entouré de gens dont vous acceptez à certains égards qu'ils puissent être meilleurs que vous. Alors on peut revenir à Brossolette et au général de Gaulle, parce que je ne suis pas sûr que le général de Gaulle entrait dans cette logique complètement. Par exemple, et nul n'a une réponse au point que je vais soulever, mais de Gaulle à un moment a à choisir son délégué en France. Ce peut être Brossolette et ce peut être Moulin. C'est-à-dire, plutôt que le franc-tireur éblouissant, atypique et relativement incontrôlable qu'était Brossolette, il choisit un préfet qui a le sens de l'obéissance et de l'ordre. Et donc, à cet égard, il a pris le moins puissant, au moins intellectuellement, des deux, parce qu'il voulait avoir la capacité de diriger Rennes serré. Donc, même quand on est un personnage quasi-surréaliste comme De Gaulle, on peut avoir cette tentation-là. Voilà, mais Mais ce que je dis n'est pas vrai uniquement du pouvoir politique. Je le vois, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans les grands médias, c'est vrai dans la sphère intellectuelle. Les gens, sur deux, vraiment sur deux. Et les meilleurs sont ceux qui s'entourent de proches qui parfois leur sont supérieurs. Est-ce que vous mettez dans cette catégorie de conseillers médiocres Clément Léonard-Douzy, qu'on recevra lors du dernier épisode de cette série, qui est souvent présenté comme le stratège qui a fait réélire Emmanuel Macron? Et j'aime beaucoup Clément Léonard-Douzy, et je considère à certains égards qu'à l'Élysée, qu'il a quitté, il faudrait se demander pourquoi. D'ailleurs, vous lui demanderez, je le sais, qu'à mains égards, il était à l'Élysée le rayon de lumière. Je ne peux pas dire un truc plus gentil, hein. Alors, à la lettre Z. Pour lui, pas pour les autres. À la lettre Z de Zola, dans ce dictionnaire amoureux du pouvoir, Alain Minc, vous écrivez le pouvoir unique de la plume, et vous écrivez un intellectuel est efficace quand il ne pérore pas sur tous les sujets, mais mise son crédit sur une cause unique. Est-ce que vous vous classez dans la catégorie des intellectuels? Non, moi je fais tout de manière prime sautière. J'ai un jour expliqué que je pratiquais la superficialité profonde. Alors un intellectuel, il pratique parfois la profondeur superficielle, mais ce ne sont pas les mêmes catégories. Donc, étant un touche-à-tout, je ne réponds absolument pas à ce que je dis à propos de Zola. Mais revenez, c'est extraordinaire, parce qu'au fond, Zola, à un moment, prend une cause, et il devient l'homme de cette cause avec un format quand même incroyable et avec des risques personnels qui fait quand même qu'il est condamné et qu'il doit s'exiler 1 an à Londres pour ne pas être emprisonné. Mais là, bon, là, vous me prenez un exemple dans la catégorie surhomme, c'est pas la catégorie du quotidien. Alors, vous parliez de superficialité profonde pour vous définir, Alain Minc. Est-ce que vous diriez ça aussi des hommes et des femmes politiques? On va débuter cette émission avec une première archive. Voilà ce que vous en disiez sur France Inter le 8 septembre 2014. C'est le monde actuel. Je pense d'ailleurs qu'en termes politiques, les chaînes info sont un événement plus bouleversant que les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les hommes politiques passent leur temps à croire qu'ils doivent parler pour un miroir où ils sont les seuls à se regarder. Qu'ont changé les chaînes d'information en continu aux conseils que vous avez pu donner à des responsables politiques? Ils ne changent pas les conseils, ils changent le décor. C'est-à-dire leur pression est absolue. Et dans les chaînes info, ce qui est le plus important, c'est le bandeau qui est en dessous. Et évidemment, le bandeau qui est en dessous,
est fait par le stagiaire qui est là pour 2 mois, avec le risque d'erreur que ceci représente. Et pour les médias qui veulent pratiquer, comme on dit, le fact-checking, la vérification, il faudrait commencer par vérifier les bandeaux. C'est un martèlement permanent. Je veux dire, maintenant, vous pouvez entrer dans un bistrot, vous avez toujours une chaîne info. Donc, les réseaux sociaux, je vais dire quelque chose qui paraît paradoxal, mais c'est un monde fermé sur lui-même. Alors, c'est un monde à plusieurs millions de gens, mais c'est un monde qui est fermé. On peut vivre sans être sur les réseaux sociaux. Moi, j'y suis pas, mais c'est un choix délibéré. Je vois pas, à certains égards, d'abord, quand vous êtes quelqu'un d'assez visible, vous vous trouvez face aux réseaux sociaux, face à un monde qui est la France de la délation de 40. C'est-à-dire les réseaux sociaux, anonymes par définition, ont une violence. C'est pas d'avoir peur de la critique, c'est que je pense que ça vous donne une image totalement déformée de la société. Et je pense que les hommes politiques qui passent leur temps, matin, midi et soir, sur les réseaux sociaux, font une erreur fondamentale. En revanche, les chaînes d'infos, on ne peut pas s'en abstraire. Et d'aller sur les chaînes d'infos, est-ce que pour vous, les politiques qui y vont, c'est une erreur fondamentale aussi ? Non, pas du tout. Mais ça dépend de ce qu'ils ont envie d'y dire et de la manière dont ils le disent. Mais moi, vous savez, on en dira peut-être un mot. J'ai beaucoup de respect pour le métier politique, métier que j'ai refusé de faire. C'est peut-être pour ça que j'ai du respect. Parce que vous devez... Dans la politique, surtout quand il y avait le cumul des mandats et que vous aviez des grands barons, vous deviez tenir les 2 bouts de la chaîne, c'est-à-dire être capable de tenir une permanence en vous occupant des problèmes du quotidien et comprendre les grands enjeux géostratégiques, c'est-à-dire avoir le nez dans les étoiles. Et tenir les 2 bouts de la chaîne, c'est quelque chose qui exige beaucoup d'abnégation et beaucoup d'intelligence. C'est un métier qu'on ne respecte pas assez. France Culture, Sens Politique, Astrid de Vilaine. Alors Alain Minc, vous êtes diplômé de l'ENA promotion Léon Blum en 1975, la même promotion que Martine Aubry, que vous combattrez plus tard pour sa réforme des 35 heures. Quel souvenir gardez-vous d'elle ? J'ai pas besoin de garder un souvenir, c'est une excellente amie. C'est quelqu'un que j'aime infiniment. C'est quelqu'un qui a un caractère extrêmement entier. Et c'est quelqu'un qui, dans l'espace politique, incarnait. J'aime beaucoup Martine Aubry, de la même manière que j'aime et respecte beaucoup son père, Jacques Delors. Votre carrière est trop longue à résumer, Alain Minc, mais ce qui est certain, c'est que vous êtes un adepte du mélange des genres, et notamment des genres politiques, médiatiques et économiques. Est-il juste à vos yeux que le rôle de conseiller officieux passe au travers des fourches codines de la haute autorité pour la transparence de la vie publique ? Écoutez, moi j'ai connu bien plus pire que la haute autorité. J'ai eu pendant des années Mediapart à mes trousses. Et donc, de ce point de vue, ils n'ont jamais pu me trouver un conflit d'intérêts. Et ils ont cherché. Il y a même eu un bouquin qui essayait d'avoir affaire à ça. Je pense que quand on fait un métier comme le mien, il y a 2 aspects. Dans mon métier professionnel, c'est un métier où il y a des rémunérations. Pas tous mes clients, parce que j'ai mes bonnes œuvres, comme tout le monde, mais j'ai des rémunérations. Quand vous recevez, vous avez des rémunérations. Mais qui ne sont pas publiques. Non, mais on connaît mes grands clients, peu importe les montants. Vous devez être au moins aussi snob que le portier du Jockey Club. C'est-à-dire que le nombre de clients de business que j'ai refusé, parce que je voyais bien pourquoi ils venaient vers moi et pour des ambiguïtés, est considérable. Des étrangers, des gens pas respectables. Et j'ai toujours refusé les entreprises publiques. J'allais y venir. Vous n'avez jamais dirigé d'entreprise publique ? J'ai eu l'occasion à un moment dans ma vie d'en refuser une belle. Pour quelle raison ? Pourquoi n'avez-vous pas voulu mettre votre talent au service de l'État ? Parce que le jour où Michel Rocard m'avait proposé une très grande entreprise publique, très belle. C'était laquelle ? Peu importe. Il m'avait dit aussi, mais la contrepartie, c'est que désormais tu la boucles.
C'est-à-dire, et il avait raison. Comme un devoir de réserve. Mais vous ne pouvez pas diriger une entreprise, engager des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés et simultanément être le nez au vent et donner votre avis sur tout et n'importe quoi. Donc j'ai préféré faire prévaloir ma liberté et c'est pour ça que j'ai pris le seul métier qui était compatible avec cette liberté, qui était de faire du conseil parce que je ne dépends que de moi. Ou alors d'être visiteur du soir. D'ailleurs, vous en parlez dans ce métier, visiteur du soir, dictionnaire. c'est un amusement. Un amusement. En tout cas, vous en faites une définition dans ce dictionnaire amoureux du pouvoir, à la lettre V. Tout visiteur du soir expérimenté est conduit à respecter une règle, ignorer les plus proches collaborateurs du monarque et ne jamais leur dire un mot des idées qu'il a émises devant ce dernier. Vous dites aussi, j'ai personnellement connu 2 fois cette situation de visiteur du soir avec 2 présidents, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, et 2 premiers ministres, Édouard Balladur et Pierre Mauroy. Aréopage étrange puisque les interlocuteurs étaient de couleurs politiques différentes, mais celle-ci n'a aucune importance. Et ça, peut-être que ça pose question aux Français, aux gens qui nous écoutent, parce qu'on se dit, en fait, depuis 45 ans, vous conseillez le monde économique, les politiques, de droite, de gauche, plutôt de droite d'ailleurs. Mais est-ce que cette porosité-là ne pose pas problème, Alain Minc ? On vous a posé la question 1000 fois et vous répondez toujours non. Non, d'abord, c'est pas plutôt de droite. Par exemple, j'ai eu une admiration sans limite et que j'exprime dans ce bouquin pour Pierre Mauroy. Parce que je pense que le char de l'État allait dans le mur. Économiquement, la France allait dans le mur. Et c'est lui qui a empêché François Mitterrand, en 1983, en fait, de nous faire sortir de l'univers européen. Alors, j'avais des positions beaucoup plus modérées que lui, mais l'intérêt, et ça c'est une vraie hauteur de vue, c'est de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Si vous discutez avec des gens qui sont d'accord avec vous, ça n'a aucun intérêt. Et il faut avoir une liberté totale. Alors, maintenant, il y a prescription. Je peux raconter une anecdote qui est la suivante. Après son élection, Nicolas Sarkozy, qui était un ami proche et qui l'est toujours, me dit « Est-ce que tu prends quelque chose ?» Et je lui ai dit non. Tu prends quelque chose, ça veut dire un ministère, une entreprise ? On est resté, ça pouvait être, peu importe. Et je lui dis non. Et il me dit, mais pourquoi tu me dis non ? Et je lui dis, parce qu'au fond, chacun dans sa vie fixe son snobisme. Et moi, mon snobisme, c'était de dire, ou ça va être de dire à quelqu'un qui occupe le bureau du général de Gaulle, mon vieux, tu déconnes. Et pour te dire, éventuellement, tu déconnes, il ne faut pas être ton employé de maison. Alors, ça se passe comment, très concrètement, d'être un visiteur du soir ? Question Instagram de Céline en Gironde. Récupère-t-on plus d'informations le soir ? Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette définition, de ce rôle occulte. Est-ce qu'en fait, c'est pas plutôt le dimanche après-midi autour d'une eau gazeuse ? Ça dépend des périodes, ça dépend des époques. Macron a inventé le visiteur du soir par texto. C'est un malade du texto. Peu importe la modalité. La différence entre un conseiller et un visiteur du soir, c'est que la vie du conseiller dépend de son chef. La vie du visiteur du soir ne dépend pas de lui. Il fait ça prend très peu de temps, à temps perdu, et après, il lance des balles, et l'homme public les reçoit, les prend ou ne les prend pas. Je veux dire, c'est une relation qui est extrêmement simple. Alors, ça suppose d'avoir un lien personnel. Vous ne pouvez pas avoir des visiteurs du soir qui sont des gens que vous n'avez pas connus avant. Pas possible, parce que il faut une forme d'intimité. Alors, il y a un reproche aussi qu'on vous fait souvent, c'est que vous vous trompez toujours. Vous qui aimez la ménagerie du pouvoir, observer les hommes et les femmes au plus haut niveau, on pourrait vous appeler le chat noir à la main. Non, c'est pas de... Oui, mais ça, c'est un propos. Vous avez soutenu Alain Juppé. Vous avez prédit la victoire d'Hillary Clinton et pas celle de Donald Trump. Mais, alors ça, j'étais pas le seul. Ça, c'est autre chose. C'est pas lié à des positions politiques françaises. Je n'ai jamais cherché à jouer le gagnant. J'ai voté pour celui que j'estimais à mes yeux le meilleur, dont rien ne garantissait qu'il serait le gagnant. Alors on peut en prendre plusieurs. J'ai en effet soutenu Édouard Balladur dans l'élection de 95. J'ai soutenu Alain Juppé dans la primaire de 2016, mais parce que j'estimais que pour le pays, ils eussent été les meilleurs. Eh bien, on va en écouter justement un extrait de ça, d'Édouard Balladur, justement, que vous avez soutenu en 1995. C'est un bobard.
qui a été complaisamment répandu. Je vais vous dire comment les choses se sont passées. Dans la conversation que nous avions eue le samedi qui avait précédé le deuxième tour des élections législatives en 93, Chirac m'avait dit si vous êtes Premier ministre, est-ce que vous soutiendrez ma candidature à l'élection présidentielle ? Et je lui avais répondu mon soutien dépendra du soutien que vous apporterez vous-même à mon action à la tête du gouvernement. Voilà quel était le décor. La voix d'Édouard Balladur, interrogé dans le documentaire de Jean-Charles Degnaud en 2017 sur Public Sénat et France 3, intitulé « Balladur, Chirac, mensonge et trahison ». Alors, c'est vrai que cette guerre fratricide, vous y prenez totalement parti, Alain Minc, pour Édouard Balladur. À quel niveau se situent les conseils que vous pouvez lui donner ? Non, mais moi, je pensais qu'il représentait parfaitement ce que j'appelais à l'époque le cercle de la raison. Vous dites même que Jacques Chirac, lui, n'est pas dans le cercle de la raison. À ce moment-là, Jacques Chirac n'était pas dans le cercle de la raison. C'est Alain Juppé qui l'y a ramené après l'élection. Pourquoi ? Parce qu'il faisait campagne sur la fracture sociale ? Parce qu'il a fait une campagne démagogique et on lui prête ce mot « je vous surprendrai par ma démagogie », c'est tout. Et que son programme électoral n'était pas conforme à l'état du pays et à notre entrée dans l'euro. Est-ce que ce que vous si Jacques Delors avait été candidat contre Édouard Balladur, alors j'aurais été dans une situation avec deux lobes de cerveau, mais avec au fond de moi le sentiment profond que les deux étaient des personnages clés, respectable du cercle de la raison et qu'à la limite c'était secondaire lequel gagnait. Mais vous la maintenez cette expression, Alain Minc, le cercle de la raison, plus que jamais parce que on a l'impression qu'en fait ceux qui ne sont pas dans le cercle de la raison, ce sont simplement les Françaises et les Français qui ont envie que ça change pour eux. Pas du tout. Et notamment par exemple pour lutter contre les inégalités, pour avoir un meilleur salaire, de meilleures conditions de vie. Non. Quand on est dans le cercle de la raison, c'est respecter un certain nombre de règles qui permettent de faire des changements. Quand vous sortez du cercle de la raison, vous finissez dos au mur et à ce moment-là, ce sont les inégalités qui augmentent, le mode de vie qui est modifié, l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat. Le cercle de la raison, on est dans un monde avec des règles économiques. C'est comme la loi de la pesanteur. C'est pas agréable, la loi de la pesanteur. Ce serait bien plus sympa. Comme si ça ne pouvait pas changer. Ça ne peut pas changer. Et d'ailleurs, vous en avez tous ceux qui ont essayé de s'évader des règles économiques sont ramenés par les faits à une vitesse très grande. Et je vais vous en donner un exemple récent qui est fascinant sur ce qu'est la puissance en particulier des marchés. Une fugitive première ministre britannique qui s'appelait Madame Truss se voulait la grande prêtresse du libéralisme, des marchés, du capitalisme. Elle a présenté un programme démagogique et idiot, les marchés l'ont foutu dehors. C'est ce qui m'a permis un jour en débat de dire à Monsieur Coquerel, Madame Truss a été foutue dehors en 24 heures. Vous serez foutu dehors en une nanoseconde. S'il était au pouvoir, si la France Insoumise était au pouvoir ? Évidemment. Est-ce qu'il ne manque pas juste, Alain Minc, dans vos analyses, une chose toute simple qui s'appelle le peuple ? Et j'en veux pour preuve que dans ce livre, Dictionnaire amoureux du pouvoir, à la lettre P, il n'y a pas le mot peuple. Pourtant, il y a la Pompadour, par exemple. Non, mais là, vous me faites un petit paradoxe habilement provocateur. Mais je connais les trucs de votre métier. Hein. J'ai quand même présidé 14 ans le monde. Qu'est-ce que vous répondez ? Les catégories populaires sont-elles exclues de votre logiciel, Alain Minc ? Pas du tout les catégories populaires. Les catégories populaires, elles ont en réalité un mode d'expression qui est le vote. Il y a en revanche un débat de fond sur lequel j'ai une position très claire, et qui sera un débat sans doute de la campagne présidentielle de 2027. Il y a deux définitions de la démocratie. Il y a une première définition qui est de dire c'est le suffrage universel, rien que le suffrage universel et rien d'autre. Et il y a une deuxième définition qui est de dire c'est le suffrage universel avec un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir pour assurer la stabilité de la démocratie. Dont le pouvoir économique. Non, je parle du pouvoir institutionnel. Okay. Bon. Et ça, c'est un débat alors qui est dans ce bouquin récurrent et permanent, qui a un jour été caractérisé par le jeu de catégories républicain-démocrate. Ceux qui se prétendaient, entre guillemets, républicains, c'était le suffrage universel. Exemple, Philippe Séguin. Ceux qui se prétendaient
démocrate, c'est-à-dire le suffrage universel plus les pouvoirs et les contre-pouvoirs, dans la même famille politique. C'était le cas d'Alain Juppé. Dans la campagne de 2022, il était clair que Marine Le Pen était sur le thème le suffrage universel, l'article 11, je ne respecte pas l'article 49, et Emmanuel Macron était dans une conception qui est le suffrage universel plus le jeu de pouvoir et de contre-pouvoir. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et si Marine Le Pen est en situation, j'espère, sans aller jusqu'au bout, de gagner, puisque j'espère vraiment qu'elle ne sera pas présidente de la République. Mais dans la campagne, vous verrez que ce sujet sera considérable. Moi, on a vu ce sujet d'ailleurs très récemment en Pologne, où vous aviez le parti conservateur au pouvoir qui a tout fait pour atténuer le poids des contre-pouvoirs. Heureusement, et ça va à rebours des propos, disons, les leaders populistes gagnent toujours, les libéraux démocrates respectueux des contre-pouvoirs ont gagné à travers la personnalité de M. Tusk, ancien président du Conseil européen, ce qui était un signe de l'engagement européen. Est-ce que si Marine Le Pen accédait à l'Élysée, vous pourriez être son visiteur du soir ? Ah, certes pas. Et je pense qu'elle ne lui viendrait pas à l'esprit non plus. France Culture, Sens Politique, Astrid de Vilaine. Est-ce que vous croyez, Alain Minc, à l'égalité ? Je crois à l'équité. Parce que ce mot non plus n'apparaît pas dans votre dictionnaire amoureux du pouvoir. Mais le débat égalité-équité, parce que ce n'est pas un mot de pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire entre égalité ? Ça dépend, parce qu'on pourrait se dire le pouvoir sert à améliorer l'équité, l'égalité. Le débat, c'est un dictionnaire très subjectif que vous avez fait. Mais, vous avez même mis le mot woke à la lettre W. Mais je le mets parce que je pense que c'est un combat idéologique très important. Et vous imaginez bien que je suis anti-woke. Oui, j'ai vu. Et vous dites même, nous les anti-wokistes avons perdu le pouvoir. Vous êtes sûr ? Ah bah oui. Bah oui, et vous le savez très bien dans le milieu où vous êtes, et vous le savez très bien quand vous allez dans une université, je veux dire, et vous le savez très bien quand vous voyez aujourd'hui l'espèce de chaîne victimaire. Quelle est l'idéologie dominante aujourd'hui ? Je me demande si c'est pas la vôtre. Non, oh que non, ça l'a été, mais ça l'est plus. Je pense profondément que l'idéologie à laquelle je m'incarne est sur la défensive. La chaîne victimaire, qui part du LGBT et qui se termine dans les manifestations pro-palestiniennes au titre de l'anticolonialisme, entre guillemets, c'est une idéologie extraordinairement forte et prégnante. C'est d'ailleurs une idéologie, pour quelqu'un qui reste à certains égards influencé par le marxisme, comme je le suis, qui nie les classes sociales. Et je pense d'ailleurs que la grande erreur que la gauche française a faite, c'est le jour où elle a troqué sa relation avec les classes populaires, pour revenir à votre mot, pour une espèce d'alliance interlope qui tournait autour des victimes en tout genre. À quoi sert, entre guillemets victimes. À quoi sert la politique, Alain Minc, si ce n'est d'améliorer la vie des gens ? C'est ce qu'elle prétend ou ce qu'elle veut faire. Tous les hommes politiques pensent pouvoir le faire. Et il y en a qui le font. Mais souvent, améliorer la vie des gens, ça consiste à prendre des décisions qui sont très loin du quotidien. Quand François Mitterrand impose l'euro à Helmut Kohl, parce que ça, c'est un grand deal politique. Au fond, François Mitterrand dit à Helmut Kohl, oui à la réunification de l'Allemagne, mais l'arrimage de l'Allemagne à l'ouest du continent passe par l'euro. Eh bien, je pense que ce jour-là, il a protégé la vie des Européens. Et justement, c'est une tradition dans cette émission, Alain Minc, vous le savez, l'invité n'arrive jamais les mains vides, et vous êtes venu avec une archive, on l'écoute. Ce soir, justement, à Berlin, François Mitterrand a saisi l'occasion des cérémonies anniversaires de la victoire de 1945 pour prononcer un hymne passionné à l'Europe et à la réconciliation franco-allemande. Ce que nous avons fait doit être poursuivi et le sera. Je disais tout à l'heure, la première victoire qui soit commune, c'est la victoire de l'Europe sur elle-même. Le président Mitterrand à Berlin le 8 mai 1995 pour commémorer au Bundestag le 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi être venu avec cet extrait ? Parce que ma conviction absolue, l'épine dorsale de toute forme de réflexion que je peux avoir, c'est l'Europe et la construction européenne. Et je me définis comme européen avant même d'être français. Je pense que dans le monde qui est le nôtre, si nous voulons nous recroqueviller à l'échelle de
de nos petites frontières et d'un pays de 65 millions d'habitants, nous serons un fétu de paille ballotté par les flots. Et je reconnais, j'ai eu, vis-à-vis de l'action de François Mitterrand, beaucoup de divergences par rapport à des choses qu'il a faites, mais un respect absolu pour sa contribution à l'Europe, pour sa contribution à l'Alliance Atlantique. Et je suis un farouche partisan de l'Alliance Atlantique. Et je pense qu'il faut s'accepter au cœur du monde occidental à travers l'Europe. La COP28 vient de s'ouvrir à Dubaï. Avez-vous oublié toutes ces années, Alain Minc, dans vos analyses, le réchauffement climatique ? C'est quelque chose, vous avez raison, auquel j'ai eu du mal à me faire, et au nom d'un raisonnement qui va réapparaître de plus en plus dans les années qui viennent et qui a été résumé par un mot, je ne sais pas qui l'a inventé, mais que je trouve très juste, c'est fin du mois ou fin du monde. Or, qu'est-ce qu'on va découvrir de plus en plus ? C'est que agir contre la fin du monde va peser sur la fin du mois. Jusqu'à présent, on a pu avoir une action écologique qui n'a pas encore pesé lourd en termes de pouvoir d'achat, en termes de pression sur le niveau de vie. Maintenant, on entre dans le dur. Et je vous en donne un exemple qui est très clair. Tous les investissements qu'il faut faire pour, en effet, lutter contre le réchauffement climatique, dans le monde économique, ce sont des investissements impératifs, mais ce ne sont pas des investissements qui améliorent la productivité. Donc, parce que la productivité, elle aggrave le réchauffement climatique. Mais oui, mais d'accord. Si on est des êtres primitifs nus dans une forêt, on n'aggrave pas le réchauffement climatique. Ce que je veux vous dire par là, mais vous n'allez pas me faire le numéro tellement en vogue sur la décroissance. Je ne vous fais pas de numéro, je voudrais juste vous demander pourquoi, depuis 45 ans que vous conseillez les puissants du CAC 40 et les puissants en politique, est-ce que vous portez, à votre avis, une part de responsabilité dans la crise climatique qu'on est en train de vivre ? Parce qu'on savait dans les années 70 toutes ces répercussions. J'aimerais porter une responsabilité, ça voudrait dire que j'ai eu vraiment du pouvoir. Alors là, je sais pas, mais c'est vrai que je vis la crise climatique comme une contrainte inévitable. Mais je pense que je ne supporte pas l'espèce d'idéologie qui tourne autour quand elle devient excessive. Je pense à certains égards qu'il y a une écologie absolutiste qui est incroyablement réactionnaire. Et je disais souvent... Sur le climat, vous voulez dire ? Quand on dit la nature avant tout, la décroissance, moi j'ai toujours dit que il y a une différence entre dire la nature avant tout, la décroissance et l'industrialisation depuis ces 30 dernières années qui nous ont conduit là où on en est aujourd'hui à faire une COP à Dubaï. Non, mais alors dans l'histoire de la COP à Dubaï, c'est un symbole presque. Oui, mais on peut le voir dans les deux sens. C'est-à-dire que on peut le voir comme une absurdité d'aller dans un pays qui est un pays qui ne vit que du pétrole, mais on peut se dire aussi que l'engagement pris par les pays pétroliers en matière de lutte contre les énergies fossiles progressives est un signe important. Et à tout prendre, je me dis que c'est comme ça qu'il faut le jouer. Il ne faut pas dire c'est la loi de l'argent qui a imposé la COP à Dubaï. Et on va voir ce qui sort des textes. Vous verrez paradoxalement... Mais les textes, ils ne sont pas appliqués. Vous le voyez bien depuis les accords de Paris. Non, mais les textes sont une pression quand même qui pèse. Le problème, c'est qui ? C'est très simple, c'est pas nous les Européens. On est de très bons élèves, parfois à nos dépens. C'est-à-dire qu'on s'impose des contraintes qui pèsent après sur notre capacité industrielle. Le problème, c'est qui ? La Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont fait des grands pas en avant grâce au président Biden, homme qui est aujourd'hui l'homme d'État que je respecte le plus parmi les hommes politiques vivants. La Chine, elle fera ce que son opinion publique impose, elle se foutra complètement des engagements internationaux. Ils ne viennent même pas à la COP. En revanche, il existe en Chine, malgré la dictature dominante, il existe une opinion publique. Et cette opinion publique fait qu'elle ne supporte pas, quand on est à Pékin, de ne pas voir à 2 mètres tellement il y a d'épaisseur de gaz dans l'air. Donc, mais ça ne sera pas les accords internationaux qui auront du poids sur la Chine.
Que voulez-vous que l'on retienne de vous, Alain Minc ? Oh, alors là, je ne me pose jamais cette question qui serait totalement contraire à mon nihilisme rieur. Si Marine Le Pen était élue, est-ce que vous pourriez, dans vos analyses, dire que c'est aussi à cause de la politique économique qu'on a pu mener dans ces 45 années où vous avez été... Non, je pense que si par malheur Marine Le Pen est élue, c'est parce que dans les 3 dernières années précédant 2027, donc les années qui sont devant nous, on n'aura pas mené la politique qui permettrait d'élire un candidat modéré. C'est pas à cause de ces 45 dernières années et de creusement des inégalités, de services publics qui ne sont plus dans les territoires, déception aussi de président ou de Premier ministre à droite et à gauche. Elle a surfé sur tout ça, mais c'est aussi parce que de ce point de vue, on n'aura pas apporté les réponses que d'autres pays ont pu apporter. Et pour revenir au débat sur la réalité, c'est très fascinant ce qui s'est passé en Italie. Je veux dire, Madame Meloni est rentrée dans le rang. Alors, elle fait des mesures symboliques en matière sociétale ou en matière morale que j'aime pas tellement, mais pour le reste, elle n'a en rien bougé le positionnement de l'Italie. Et je crois, de ce point de vue, que la vraie question qu'il faudrait poser à Madame Le Pen, puisqu'elle veut accéder au pouvoir, c'est acceptez-vous, comme Madame Meloni, de dire l'Alliance Atlantique est fondamentale, la construction européenne est fondamentale et la politique budgétaire doit demeurer raisonnable. Autant de choses qu'elle ne dit pas. C'est ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a une très grande différence entre Madame Meloni et Madame Le Pen. Madame Meloni, à sa manière, est entrée dans le cercle de la raison parce qu'elle a compris qu'on ne peut pas en sortir. Pour l'instant, Madame Le Pen ne l'a pas fait. Donc vous ne dites pas que Madame Meloni est post-fasciste comme la plupart des analystes ici en France. Elle vient de l'univers fasciste, mais elle mène une politique italienne qui est relativement modérée, qui est à droite, mais même envers les minorités, envers les LGBT, même ce qu'elle fait aussi dans les... Je vous ai dit en matière sociétale. Mais l'Italie aujourd'hui est une Italie qui n'a pas quitté la position qu'elle a au sein du monde occidental et de l'Europe. Alors, Alain Minc, j'aimerais qu'on ne termine pas cette émission sans un mot sur la lettre E avec le mot Élysée, puisque c'est aussi pour ça que vous êtes là pour cette série sur les conseillers. Alors, à la lettre E, on peut donc trouver l'Élysée. J'aime bien la définition que vous en faites, même si vous ne portez pas ce palais dans votre cœur. Des couloirs à n'en plus finir, des bureaux alvéoles, des salles de réunion inexistantes, des dédales, des chausses-trappes et partout l'inconfort, l'inadaptation aux mœurs contemporaines de travail, l'isolement, la tristesse, la grisaille, hormis les 3 bureaux royaux. Heureusement que vous n'y avez pas travaillé. Non, mais c'est la vérité. Tous les gens qui ont travaillé, alors vous interrogez des gens qui étaient dans les bureaux royaux, mais demandez-leur ce qu'ils pensent de cet endroit. C'est un endroit qui est totalement contraire au travail moderne. Mais c'est vrai de la plupart des ministères. C'est vrai aussi de Matignon. Alors après, il y a la symbolique. Je ne vois pas un chef d'État dire... je vais faire une présidence à l'instar de la chancellerie à Berlin, immense... immeuble moderne, banal, qui pourrait être le siège social de n'importe quelle start-up devenue riche. Avez-vous déjà conseillé à un président de déménager l'Élysée ? Non, parce que c'est une question qui ne se pose pas. Je veux dire, le plus grand de tous a voulu le faire. Le général de Gaulle, il y a renoncé. Pourquoi il a voulu le faire ? Parce qu'il pensait que l'Élysée était un palais de cocottes et que le pouvoir ne s'incarne pas dans un palais de cocottes. Il a songé au donjon de Vincennes, il a songé aux Invalides et il est resté à l'Élysée. Quel est votre endroit préféré à l'Élysée ? J'en ai aucun. Où est-ce que vous avez pu rencontrer Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron ? Dans quel endroit ? Non, mais ça, je ne vais pas... non, je trouve que c'est un lieu... Non, il y a un endroit extraordinaire à l'Élysée. Extraordinaire. C'est le parc. Comme à Matignon. Le plus beau parc de Paris est peut-être celui de Matignon. Et au fond, ce qui reste du pouvoir royal, ce sont les jardins. Et votre lieu de pouvoir favori ? Un livre. Un livre, c'est allé. Vous savez, Paul Ricoeur, ce philosophe qui est emblématique aux yeux de Macron, qui a été son jeune assistant, a dit mon influence, ce sont les livres que j'ai lus. Je trouve que on n'est pas assez entouré de gens qui ont lu.
Mais il y a des hommes politiques qui ont lu, et beaucoup lu, et de ce point de vue, la classe politique française actuelle au plus haut niveau est encore une classe d'un niveau intellectuel qui écrase celui de main de leurs équivalents étrangers. Quel livre conseilleriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer en politique ? Un livre, c'est une remarque d'actualité. Si on s'intéresse à la politique étrangère, il faut avoir lu et relu Le Diplomatie d'Henry Kissinger. Une question Instagram de Henri à Agnières. Pourquoi ne jamais vous être confronté au suffrage universel ? Pour une réponse que j'ai donnée, c'était contraire à ma conception des week-ends. Et donc de la liberté. Absolument, voilà. C'est peut-être une réponse égoïste. Dans le Figaro, le 7 avril 2017, Alain Minc, vous disiez « Toute société a besoin d'élites et la seule question qui vaut, c'est celle de l'accès à ces élites ». Est-ce que vous avez tout fait, ce qui était en votre pouvoir, pour l'égalité des chances, Alain Minc ? Ça, je crois. Je crois que j'ai toujours été pour l'ouverture des circuits d'accession au sommet. J'ai toujours souhaité que des itinéraires tels que le mien, c'est-à-dire, je viens pas d'un milieu modeste, mais je viens quand même d'un milieu, mes parents étaient des immigrés, devenus français grâce à la résistance, dont les enfants peuvent monter jusqu'au firmament de la société. J'aurais voulu que ce soit aussi vrai dans les banlieues que ça l'était pour moi. Mais je crois qu'il faut des élites, et c'est pour ça que je n'aime pas du tout la réforme telle qu'elle a été faite de l'ENA. Je pense que c'était une réforme démagogique et inutile. La semaine prochaine, nous recevrons l'ancienne Sherpa de Mitterrand, Anne Lauvergeon, qui occupait, elle, le bureau mitoyen du président pour notre deuxième épisode de cette série. Avez-vous une question ou deux à lui poser ? Quand elle était auprès de Mitterrand, a-t-elle, pour maintenir son pouvoir, voulu éloigner des gens de François Mitterrand ? C'est une question codée. Merci Alain Minc d'avoir été l'invité de Sens Politique. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, donc, Anne Lauvergeon pour le deuxième épisode de cette série sur les conseillers du pouvoir. Vous pouvez lui adresser vos questions à l'adresse suivante, senspolitique@radiofrance.com avant jeudi prochain. Merci à toute l'équipe. À la préparation, Anne-Claire Bazin, à la réalisation, Perret Legras, à la technique, Anthony Thomasson, à la vidéo, Nicolas Delmas. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.